présent, construire du lien avec le passé, avec ceux qui nous ont précédés. Tous ici, nous connaissons la dimension politique du souvenir des morts de la Première Guerre mondiale, de ces milliers de monuments aux morts qui inscrivent le souvenir dans l'espace, et donc à la vue de chacun, qui sont autant de lieux de souvenirs. On se souvient également des morts de la Shoah, que l'on pense au mémorial, bien sûr, ou aux mémoriaux, mais aussi aux plaques, par exemple, apposées sur les écoles, ou encore venues d'Allemagne très récemment, les fameuses petites Stolpersteine. Le sacrifice de la nation, pour la nation, le plus jamais ça, sont autant d'éléments de discours qui disent aussi des époques, car on ne se souvient jamais seul, disait Paul Ricoeur, dans la continuité de Maurice Alvax. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la dimension civique et politique que nous allons aborder dans cette table ronde. Et d'abord parce que nous sommes en présence de trois écrivains qui ont écrit sur les morts. L'une est psychanalyste, les deux autres sont historiennes, historiens. Leur situation sociale, c'est-à-dire plutôt le cadre social à partir duquel ils parlent, est évidemment important. Tous trois ont écrit sur les morts, au prisme nécessairement de leur cadre social et intellectuel. Mais ils sont écrivains, pour reprendre les mots d'Albert Camus, en Suède en 1957. Nous autres écrivains du XXe siècle, nous devons savoir que notre seule justification est de parler dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire. Chacun de celles et ceux qui sont à la tribune ici se sont à leur manière inscrits dans cette déclaration d'Albert Camus, car tous les trois, s'ils ont écrit des livres savants sur leurs disciplines respectives, la psychanalyse, la Première Guerre mondiale, la mémoire de la Shoah, en travaillant sur les morts et dont les travaux transportent le souvenir, ils ont également écrit sur leur propre histoire, laquelle, d'ailleurs, est directement liée à leur sujet d'étude. C'est ce lien que je vous propose d'interroger. Alors, Janine Altounian, vous êtes germaniste, psychanalyste, essayiste. Excusez-moi, je peux intervenir. Je ne suis pas psychanalyste. Ah, vous êtes analyste. Je suis analysante, c'est-à-dire que mes essais s'inspirent beaucoup du travail analytique que j'ai fait. D'accord, donc analysante, on va dire. Vous avez écrit sur le deuil, sur la mémoire, sur la transmission, sur la survivance et le traumatisme. Et je me permets de citer votre livre, L'effacement des lieux, autobiographie d'une analysante, comme vous le dites, héritière des survivants et traductrice de Freud, qui est paru en 2019. Annette Givorka, vous êtes historienne, je crois que tout le monde ici vous connaît pour vos travaux sur la mémoire de la Shoah, mais pas seulement. Vous êtes une référence sur cette question, référence nationale et internationale. Et vous avez récemment écrit Tombeau, autobiographie de ma famille, qui est une introspection familiale, un retour sur votre famille. Stéphane Audouin Rousseau, vous êtes historien, et vous êtes, vous aussi, connu et reconnu comme grand spécialiste de la Première Guerre mondiale et de la violence guerrière. En 2015, vous avez publié, alors moi je me souviens par exemple de ce livre, 5 deuils, qui m'a beaucoup marqué. C'est peut-être pas celui dont tout le monde parle, mais moi c'est celui qui m'a énormément marqué. Et vous avez publié en 2015 un autre livre, Quelle histoire, un récit de filiation, voilà, dans lequel vous abordez la question de la guerre, de ce que la guerre a fait aux vôtres. Et en réalité, chacun d'entre vous, vous interrogez ce que la guerre, quelle qu'elle soit, a fait finalement aux vôtres. C'est sur ce thème que je souhaiterais que nous discutions aujourd'hui, sur cette table ronde. Je cherche mon introduction, voilà, elle est là. Et c'est le fameux sketch. Le fameux sketch où on trouve les questions. Voilà, on y arrive. Donc, je vais commencer par une première question. Je me tourne d'abord vers vous, Annette. Avant d'aller plus avant sur Tombeau, vous avez écrit sur la mémoire de la Shoah. Mais dans votre parcours, et je pense notamment à votre jeunesse, à vos années chinoises, que vous avez racontées, donc notamment mes années chinoises, il n'était pas directement question de cela. Alors comment êtes-vous venu à l'écriture sur la mémoire, sur les morts, et sur les morts de la Shoah? Alors, bon, avec Janine, on se connaît depuis fort longtemps, avec Stéphane aussi. Je ne voudrais pas exclure Janine, mais Stéphane et moi, on est
historien. Et voilà, ne me Mais dites pas en j'ai fait. l'habitude parce que je m'inclus très vite. Bon, très vite. Et quand on arrive à un certain âge, ce métier n'est pas un métier, c'est aussi une identité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire là je fais de l'histoire, là je ne fais plus d'histoire. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Alors, comment j'y suis venu? Ben, j'y suis venu, j'ai envie de dire, à peu près comme tout le monde. Et tout à l'heure, je discutais avec Sylviane Goldberg, qui vient de diriger une somme parue chez Albin Michel sur, en gros, l'histoire des Juifs, hein, c'est ça. Et que je connais depuis la fin des années 70, qui sont le moment où tout un mouvement qui a deux caractéristiques. La fin de 68, la fin des utopies 68ardes et la redécouverte chez beaucoup d'entre nous de notre identité juive. Et pour moi, et je le dis et l'écris depuis longtemps, donc c'est pas quelque chose qui est lié à l'actualité, une des figures décisives a été Pierre Goldman. On dit beaucoup de bêtises aujourd'hui, on écrit beaucoup de bêtises. Je pense à un article dont je ne citerai pas l'auteur dans Le Monde qui dit ça s'inscrit en gros Robin des Bois, la récupération, on a admiré le braqueur. Pas du tout, on n'a pas du tout admiré le braqueur. On a été bouleversé par ces souvenirs d'un juif polonais né en France, qui était le premier qui avait, disons, épousé les idéaux révolutionnaires et qui clamait qu'il était juif et qu'il y avait un lien entre son itinéraire et ce qu'on appelait à l'époque la guerre, parce qu'il a fallu attendre la décennie 80 pour avoir un mot, Holocauste aux États-Unis, Shoah ici, qui fait de la destruction des Juifs d'Europe un événement séparé, puisque nommé séparé dans la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai été prise dans ce mouvement. Donc effectivement, j'avais 20 ans en 68, vous calculez quel âge j'ai, j'avais 20 ans en 68, j'ai été du côté des Mao, j'aurais pu être du côté des trotskistes, mais j'aurais été quelque part, ça c'est sûr. Et dans ces mouvements-là, l'identité juive n'avait pas de place. Et surtout, on ne faisait pas de lien entre ce passé dont on voulait faire table rase, sans réaliser que les nazis avaient déjà fait table rase, avant même qu'on chante l'international. Donc j'ai été pris dans ce mouvement, j'ai été travailler en Chine, 2 ans, enseigner dans la Chine dans la version culturelle, et quand je suis rentré, c'est cela qui m'a obsédé, l'idée que je n'avais pas de... Bon, c'est un mot que j'utilise rarement, mais pas de racines, et que c'était dû à 2 choses, l'immigration d'abord, et la Shoah ensuite, qui avait en quelque sorte parfait la rupture. Et j'ai commencé à m'intéresser à mon grand-père, écrivain et journaliste yiddish, dont les nouvelles viennent de paraître en poche au seuil. La traduction de ces nouvelles en yiddish, écrite en 36 et 37, et ça a été le début de mon intérêt à la fois pour l'immigration juive de Pologne et la Shoah, qu'on n'appelait pas la Shoah, puisqu'il est mort à Auschwitz. Et mon premier mouvement a été de travailler, d'essayer de faire une biographie que je n'ai pas réussi à faire, mais j'ai découvert le corpus, enfin là je parle, j'ai découvert les livres du souvenir, c'est-à-dire ces livres qui avaient été écrits par des milliers de survivants des communautés juives détruites, survivants pour la plupart d'entre eux parce qu'ils avaient immigré avant la guerre et qui voulaient reconstituer
leur bourgade, leur ville détruite. Et ça a été mon premier travail que j'ai fait avec et grâce à un grand savant de la langue et du monde yiddish qui s'appelle Liborski. Donc je vais peut-être arrêter, voici, on va parler trop longtemps. Merci Annette. Je me tourne vers Stéphane Audouin-Rousseau. Alors Stéphane, il me semble que contrairement à Annette, vous êtes directement venu à votre sujet, votre premier sujet, parce que vous avez un autre sujet, hein, avec les violences de guerre. Avec les violences de guerre, vous avez bien plus récemment, hein, et d'ailleurs le titre de votre livre le dit, quelque part, vous avez découvert un autre type de violence à travers le génocide des Tutsis au Rwanda. Je parle du titre parce que le livre qui tombe à l'instant, il savait qu'on parlait de lui, une initiation. Donc vous êtes venu, je reviens au fil de ma question, vous êtes venu directement, je crois, à votre premier sujet, la première guerre mondiale, et vous êtes reconnu comme un des très grands spécialistes de cette première guerre mondiale. Est-ce que, quand vous commencez à travailler sur la première guerre mondiale, vous avez conscience de ce qui vous pousse à choisir ce sujet? Non, évidemment pas. Sinon, il n'y aurait pas eu de livre. Ma situation est un peu singulière par rapport à Annette, par rapport à Génial Tougnan, même par rapport à toi. C'est que il n'y a pas dans mes ascendants, il n'y a pas de mort par la violence ni de persécuté. Ça va de soi pour le Rwanda, bien sûr, mon grand sujet depuis quelques années maintenant, mais ça aurait pu être le cas pour la Grande Guerre, comme dans tant de familles françaises, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, s'ils ont été persécutés, ils l'ont été comme tant d'autres, comme soldats, etc., mais sans mort, sans blessure grave. Donc j'ai été de ce point de vue extraordinairement... mes ascendants ont été extraordinairement préservés. Néanmoins, effectivement, ce qui m'aura intéressé d'emblée, quand j'étais très jeune historien, on ne dirait pas encore historien, c'était de travailler sur le tragique de notre contemporain. Notre contemporain est saturé, gorgé de tragique. Et je n'aurais pas pu consacrer une vie intellectuelle à autre chose. Et je suis toujours surpris d'ailleurs par le nombre de collègues qui consacrent leur vie à autre chose. C'est un travers, je le comprends bien, mais il faut l'avouer. En fait, très souvent, on n'a rien à se dire. Et pour moi, écrire sur les morts, c'est écrire sur la violence qui a provoqué la mort. Hein, c'est ça qui est en fait mon sujet, plutôt que les morts, la violence. Ce qui m'intéressait, c'était d'écrire une autre histoire de la violence de guerre. Donc ça a été le cas pour la Grande Guerre. Et ce qui m'intéresse depuis quelques années particulièrement, c'est d'essayer d'habiliter. Je n'ai jamais trouvé de meilleurs termes. Je suis preneur de toute suggestion, d'habiliter le génocide des Tutsis du Rwanda, tout en posant la question des responsabilités, notamment des responsabilités françaises. Ensuite, pour répondre maintenant directement à ta question et d'un mot, hein, il m'a fallu 30 années, et donc pour Annette sans doute était plus rapide, mais il m'a fallu 30 années pour commencer à percevoir ce qui tenait à mes morts, donc morts naturelles, grands-parents, mon père, donc dans mon travail d'historien de la Grande Guerre. C'est à ce moment-là seulement hein, que j'ai compris vraiment ce que je faisais, et avec un inconvénient sévère que le Rwanda n'a fait qu'accentuer, c'est le désinvestissement dans le sujet. Une fois que j'en avais le sujet de la Première Guerre mondiale, le désinvestissement, une fois que j'en avais compris finalement les origines. Oui, je comprends bien cette idée en fait d'avoir quelque part bouclé la boucle en quelque sorte. Et oui, je comprends bien, tout comme je comprends, hein, je me permets Stéphane, je comprends cette idée qu'on travaille, j'ai du mal moi aussi à comprendre qu'on ne travaille pas sur ces questions-là. C'est tellement, ça dit tellement de
notre monde, mais aussi de ce qu'il peut advenir, que voilà, j'ai du mal à... Je comprends qu'on puisse s'intéresser à plein de sujets, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui me semblent absolument centraux, aussi bien la violence de guerre, qui nous revient aujourd'hui au visage avec l'Ukraine. Je crois que, d'ailleurs, je me permets de dire que Stéphane de Rousseau a donné une excellente, c'est un article, une interview, je ne me souviens plus, à Alternative économique. Oui, mais très récemment sur l'Ukraine. Et donc c'était vraiment très, très intéressant. Et effectivement, le rejeu de cette violence de guerre là, qui nous revient en plein visage nous dit l'importance aussi de ces sujets, je crois. Tu voulais rajouter quelque chose, Stéphane? Non, c'est exactement ça. Importance de la guerre. Ouais. Importance de la guerre, importance de sa violence, de ses violences. Si on tout déni de cette importance nous met, à mon sens, dans une impasse intellectuelle, civique et politique. Ouais, et ça me fait penser, avant de passer la parole à Janine Altounian, si vous permettez, ça me fait penser à la sidération qui a touché grand nombre de Français au moment des attentats de novembre 2015. Cette sidération que, à vrai dire, moi je n'ai pas comprise, parce que quelque part, les attentats de novembre 2015, c'est le retour de la guerre sur le sol de France, d'une certaine manière, mais c'est le retour de la guerre et de la violence guerrière, en tout cas, sur le sol de France. Et la sidération qui a touché la population française, d'une manière générale, j'avoue, moi, ne pas l'avoir comprise. Tu pourrais ne pas avoir compris non plus la sidération qui a saisi l'opinion lorsque la guerre d'Ukraine a commencé. C'est vrai. Une sidération générale qui n'aurait jamais dû être. Janine Altounian, je me tourne vers nous. Alors, vous l'avez dit, ou c'est Annette qui l'a dit, qui l'a rappelé, vous n'êtes pas historienne, mais on ne vous en veut pas. Voilà. On ne vous en veut pas du tout, et on vous accueille avec grand plaisir au milieu des historiennes et historiens. En plus sérieusement, vous avez écrit beaucoup et réfléchi sur le deuil, sur le traumatisme. Vous êtes, je vais vous présenter un peu plus, vous êtes fille de survivants du génocide des Arméniens. Arrivé en France, votre père a écrit sur le génocide et sur ce qu'il a vécu. Je dois vous dire que je me sers de ça en classe, voilà, avec mes élèves, et c'est très intéressant. Donc, est-ce que, bon, vous êtes passé par l'analyse, puisque vous êtes analysante, mais est-ce que écrire sur votre sujet, c'est-à-dire aujourd'hui le traumatisme du génocide, on le voit dans l'effacement, votre livre, quand vous retournez en la Turquie, enfin, ce qui est l'Empire ottoman, la Turquie aujourd'hui, ce traumatisme qui est là et qui est transgénérationnel, est-ce que vous avez tout de suite eu conscience que vous étiez touché par cette question-là? Non, alors, je vais me référer un peu à ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire que, bon, je suis née en 1934 à Paris. Mes parents étaient, donc mon père était né en 1901, il avait 14 ans au moment du génocide des Arméniens, et ma mère avait 4 ans. Et dans ma famille, comme dans beaucoup de familles de survivants, on ne s'occupait que de travailler. Il fallait travailler. Les livres, même, c'était pas très important parce que les livres ne défendent pas les assassinats et les crimes de masse. Mais j'ai été toujours très amoureuse de l'école française de la République, l'école laïque. Et il s'est trouvé que, à la fin de mon travail analytique, j'ai fait une rencontre avec l'histoire 2 fois. La première, et là ça me fait penser à ce que disait Annette Vivorca sur le livre de Goldman. C'est-à-dire que je vivais coupée en deux. Il y avait à la maison une atmosphère comme si on risquait de mourir le lendemain, quoi. Ça n'était pas dit, mais c'était là. La vie n'allait pas de soi. Et puis l'école. Alors l'école, c'était formidable. La poésie, La Fontaine, Racine, Andromaque, les copains, les copines à l'époque, puisque c'était pas une école mixte. Je vivais comme ça 2 parties.
de même que je vis aujourd'hui en deux parties. Je suis auprès de vous, je suis contente de vous rencontrer, je suis contente d'avoir traversé le marché pour venir ici, mais je pense aux grand-mères arméniennes qui sont déportées, comme ma grand-mère l'a été, au Karabakh. Et je me référais à votre mot, plus jamais ça, c'est un mot creux. Voilà. Et alors subitement est paru un livre en 1975, qui était le livre d'un historien journaliste, disons, Jean-Marie Carzou, qui s'appelait Un génocide exemplaire. Et il est vraiment exemplaire parce qu'il n'est toujours pas reconnu par le bourreau, par la Turquie, Erdogan pour le nommer. S'appelait Un génocide exemplaire. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est ça ce que je vivais dans ma maison, chez moi. Parce que je n'avais pas de mots. Et c'est là que je rejoins ce qu'a dit Anna Vivorca sur le livre de Goldman. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de mots, et les parents ne peuvent pas donner des mots, ne peuvent pas donner de mots à ce qu'ils ont vécu. Or, en français, dans la langue que j'ai apprise à l'école, parce que le français n'était pas ma langue maternelle, il y avait des mots et des faits. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu envie d'écrire. J'ai eu envie d'écrire pour rendre visible, parce que le problème des génocides, et surtout des génocides arméniens à l'époque, c'est qu'ils n'avaient aucune visibilité. Donc, j'ai voulu écrire, alors que je n'aime pas écrire, et que ça continue, je n'aime pas écrire. Mais il faut absolument rendre visible cette chose. J'ai voulu écrire, j'ai écrit un petit texte, parlant plutôt de ce qui se transmet aux enfants qui viennent de là. Et il se trouvait que je suivais le cours d'une historienne qui s'appelait Anaïde Termination, qui avait écrit déjà quelque chose dans Esprit sur la question arménienne en 1967. Et je lui ai apporté mon texte. J'avais aussi apporté à deux messieurs, mais ce n'est pas les messieurs qui m'ont répondu, c'est la femme historienne. Elle m'a dit, mais envoyez donc ça au temps moderne. Ah bon? Bon, alors au temps moderne, je suis prof d'allemand dans un lycée de la région parisienne. Je ne suis pas universitaire, mais j'ai quelque chose à dire et il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive à faire la rédaction qu'on me demande de faire, alors que j'avais horreur des rédactions. Donc, elle m'a dit, vous devez être un peu féministe, envoyez ça avec une lettre à Simone de Beauvoir. Ah, Simone de Beauvoir, c'est bien, c'était l'idéal de la féminité, parce qu'au lieu d'avoir des femmes qui étaient toujours en train de travailler sur leur machine à coudre, elles s'occupaient de culture. C'est intéressant la culture, ici par exemple. Alors j'ai donc écrit à cette dame et elle m'a dit oui, parce que je lui ai dit si vous pouvez, si c'est accepté, je vais m'occuper d'histoire. Elle m'a dit oui, d'accord. Alors j'ai reçu une réponse très rapide de Jean Bouillon. Ça se passait, donc ça devait se passer le 25 juin. Ma lettre à Simone de Beauvoir était le 25 juin. On m'a répondu très rapidement. Et à ce moment-là, j'ai étudié l'histoire des Arméniens, que je ne connaissais pas. J'étais très déculturée sur le plan arménien. Et j'ai fait un texte qui a été accepté. Et mon texte a été accepté, mon premier texte qui s'appelait « Comment peut-on être arménien au temps moderne ?» Et puis après, j'ai écrit d'autres textes qui ont été acceptés, dont le journal de déportation de mon père que vous avez cité, que j'avais fait traduire. Et j'ai eu la chance, si je puis dire, il a été publié en 1982. J'ai eu la chance qu'il y a eu un attentat, pas un attentat, mais enfin, une prise d'otage au consulat de Turquie en septembre 81, qui a fait de nouveau parler des Arméniens. Les Arméniens commençaient à être connus en tant que, entre guillemets, terroristes. Et à ce moment-là, le journal de mon père a été publié, puisque ça faisait partie de l'actualité. Alors, vous avez fait le choix, tous les trois finalement, d'écrire sur les morts. Sur ces morts, ceux qui ne sont plus là parce que le temps passe, ou ceux qui ne sont plus là parce qu'ils ont été victimes des événements de l'histoire. C'est quand même pas un choix anodin, et puis j'imagine que c'est pas un choix non plus facile en réalité. Stéphane disait tout à l'heure, on peut travailler sur
c'est quoi la thèse là, dans le film là, sur les chevaliers de l'an 1000 au lac de Paladru. Donc oui, on peut travailler là-dessus, mais vous avez fait ce choix de travailler finalement sur la mort, sur les morts, sur la violence dont ils ont été victimes. En fait, la question que j'ai envie de vous poser, et peut-être commencer par vous, Jaline, puisque vous avez le micro, quelles sont les difficultés, les écueils que vous avez peut-être ou dû rencontrer, écueils de différentes sortes, je peux aisément l'imaginer. Écoutez, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas difficile de parler des morts parce qu'ils vous habitent. Ce serait même plus difficile de parler des vivants. Je n'ai jamais eu envie, par exemple, d'écrire un roman ou d'écrire de la fiction. Les morts vous habitent et vous avez besoin de vous en débarrasser. Et alors, il faut donc écrire ça. Écrire pour rencontrer, d'abord pour se socialiser dans ce domaine-là, et pour rencontrer des gens qui ont les mêmes préoccupations et avec des morts différents, comme je suis ici, avec des morts différents. Et c'est cette relation aux morts, quand on est vivant, qui permet d'abord de socialiser ses propres morts, c'est-à-dire de les éloigner de vous. Donc ce n'est pas du tout difficile, on ne peut même faire que ça. Bon, alors par ailleurs, ces survivants, vous savez, ne sont pas forcément des gens sympathiques avec leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le temps de s'occuper, d'être tendres, affectueux, etc. Il faut qu'ils bossent. Et on les aime sans pouvoir les aimer vraiment. Or, l'écriture permet de leur adresser de l'amour et de les ressentir comme vous ayant aimé, mais n'ayant pas pu l'exprimer, n'ayant pas pu avoir le temps de vous exprimer leur amour. Donc l'écriture permet de faire un travail sur le trauma, de vous déplacer de la position victimaire, et donc de vous situer, de créer des liens avec le monde. Ce sont les morts qui vous nourrissent pour vous donner apte à vivre. Et si on les laisse tomber, si on ne peut pas exprimer la dette qu'on a à leur endroit, qu'est-ce qu'on est à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on est? Non, c'était pas la voie difficile, c'était la voie facile. Mais les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que je ne me sentais pas forcément capable de le faire. Je n'aimais pas écrire et je n'aime pas écrire. C'est très difficile d'écrire là-dessus. Et puis, je n'ai pas été universitaire. J'ai beaucoup aimé l'allemand et j'ai abouti à faire aux traductions d'Isolde de Freud avec Jean Laplanche. Mais je n'avais pas les cartes de visite pour publier. Mais il se trouve que ma lettre à Simone de Beauvoir a eu ses effets. Elle m'a complètement... elle a accepté tous les textes que je lui ai publiés. Et après, les psychanalystes se sont adressés à moi, voyant que c'était du trauma, puisque j'avais fait un livre avec tout ça, puis j'ai poursuivi avec les analystes. Mais l'écriture permet de mieux... si vous voulez, à ce moment-là, les morts ne vous envahissent pas, ne vous engloutissent pas, mais vous pouvez marcher à côté d'eux, les amener ici, vous rencontrer. On peut les amener dans la vie. Vous voyez ? Alors, oui, vous m'avez demandé sur les difficultés. Ben, c'était de surmonter mes appréhensions de filles d'émigrés. C'est-à-dire que le monde universitaire, c'est le monde des psychanalystes qui m'a plus ou moins, si vous voulez, accueilli. Mais je n'avais pas la carte de visite de l'université. Mais en fait, je dois dire que, bizarrement, j'ai toujours été très bien accueillie, d'abord par l'école, évidemment, et par des gens qui étaient en quelque sorte des égaux avec mon histoire, alors qu'ils avaient souvent des histoires différentes.
Bon, ma difficulté, c'est de vivre toujours dans deux mondes, si vous voulez. Je suis ici, mais je suis au Karabakh. Voilà. Je vis entre deux mondes. Je me tourne vers toi, je passe au tant pis. Je me tourne vers toi, Annette. Est-ce que quelque part tu te retrouves dans ce que vient de dire Janine Antounian sur le fait de cheminer avec les morts? Oui et non. Le oui, c'est... Il y a en fait deux facettes. La facette du génocide, mais il y a aussi la facette de l'immigration. Et ce que Janine décrit de ses parents qui travaillaient tout le temps, c'est quelque chose, pas dans ma famille, pas mes parents, mais mon oncle, ma tante, c'était des gens qui travaillaient tout le temps. Ah oui, c'est ça. Tout le temps. Et je ne sais pas quel était votre milieu, mais nous, c'était un milieu d'une extraordinaire modestie. Et puis ce sentiment, moi j'étais à l'école primaire à Vanves, qui est aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, et ce sentiment de ne pas être comme les autres. Il y avait le nom, déjà. Je suis retourné à Vanves dernièrement, j'ai regardé un peu les archives municipales. Vanves était vraiment une commune très très catholique. Donc moi j'ai des souvenirs du catéchisme, où tous les élèves partaient au catéchisme et où j'étais pratiquement la seule à ne pas y aller. Donc il y a ce sentiment qu'on ne comprend pas quand on est petit, de cette différence, de l'expérience d'une certaine pauvreté. Et je rajoute tout de suite que je n'aime pas l'expression de transfuge de classe, ça m'agace. Et je suis ravi d'être un peu transfuge de classe, je dois le dire. Et je remercie tous ceux qui m'ont permis, ou tous ceux et celles qui m'ont permis de l'être. Et dans le milieu qui était le mien, la pauvreté matérielle n'était pas du tout une pauvreté intellectuelle, contrairement à ce que vous décrivez. Il y avait une sorte de révérence à l'égard de l'école, à l'égard du livre, parce que le père de mon père était un écrivain, donc la culture, c'était pas ni la misère affective, ni la misère culturelle. Donc c'est difficile à expliquer, mais ça fait quand même une grande différence. Mais d'être issu de l'immigration, oui. D'être pas tout à fait exactement comme les autres, oui. C'est un sentiment que j'ai eu très longtemps. Alors maintenant, vivre entre deux mondes. Moi, je pense qu'on a des identités qui sont extrêmement multiples et que l'on passe de l'une à l'autre. Par exemple, moi, je me suis toujours senti prof de lycée. J'ai été 20 ans prof de lycée. Pour moi, c'est une identité forte, l'identité d'enseignante. Nous sommes anciennement collègues alors. Pardon ? Nous sommes anciennement collègues. Nous sommes anciennement collègues. J'ai été longtemps en collège, en lycée. Bon. Donc, on a de multiples identités. Et un tout petit détail lié à Tombeau, par des hasards qui n'ont rien à voir avec cette histoire, j'habite maintenant à 2 pas de là où habitaient mes grands-parents. Mon grand-père maternel, qui est le seul qui a échappé à la Shoah. Et j'habite rue du Faubourg-Poissonnière, je croise la rue Pétrel, et quand je suis rue Pétrel, je regardais constamment les fenêtres de l'atelier de tailleur de mon grand-père. Et brusquement, je me suis rendu compte que depuis que j'ai écrit Tombeau, je ne regarde plus ces fenêtres. Il y a quelque chose qui fait que peut-être que Raskel Perelman, ce grand-père, dont je dois dire qu'arrivé à Grenoble, après la rafle du Veldiv, il a trouvé secours chez les tailleurs arméniens. C'est les tailleurs arméniens qui lui ont donné du travail, c'est les Arméniens qui lui ont trouvé une chambre. Donc il y a ce lien, voilà, il y a ce lien. Mais il y a quelque chose qui s'est peut-être
apaisé dans cette fin d'un long cycle de, je sais pas, 30-40 ans de recherche qui a abouti à cette écriture. Et moi, je ne ressens pas ce que vous ressentez. Je me ressens pas, enfin, je me ressens toujours double, triple, quadruple, quintuple, enfin, avec toutes ces multiples identités, mais il y a quelque chose de ces morts qui sont revenus à leur place. Et hier, bon, je suis obligé de penser à hier parce que c'était tellement fort à la Legrain. Hier, j'ai terminé en comparant ce que je ressentais à ce que ressentent deux personnes pour qui j'ai une admiration sans borne, qui sont Serge Klarsfeld et Claude Lanzmann. Serge Klarsfeld et Claude Lanzmann ont toujours voulu qu'on n'enterre pas les morts, qu'ils restent vivants, que nous restions les contemporains des enfants pour Serge Klarsfeld qui n'ont pas grandi. Et pour eux, il n'y avait pas, pour reprendre les termes de Proust, il n'y a pas de temps retrouvé, il n'y a pas de recherche du temps perdu, il y a des morts qui doivent rester toujours nos contemporains. Et c'est le discours que tenait Claude Lanzmann sur Shoah. Shoah n'appartient pas au passé, Shoah c'est notre présent. Et pour moi, l'idée, c'était plus du côté de Certeau, que vous devez connaître très très bien, nécessairement. Inhumer les morts de l'écriture. Voilà, pour en faire des séparés, et dans cette tentation, cette tentative qu'il ne pèse pas sur notre descendance. Voilà, donc c'est cette démarche. Et je dois avouer qu'en dehors de la mémoire involontaire, qui fait que brusquement il y a quelque chose qui revient de cette histoire, je ne crois plus que je vis dans cette histoire avec ce sentiment d'être double, c'est-à-dire ici et là-bas. Alors je voudrais rajouter quelque chose, c'est que je suis exactement comme Stéphane Audouin-Rousseau, et je pense toujours à ce que Aron a dit de Giscard d'Estaing, il ne sait pas que l'histoire est tragique. Et un historien qui s'occupe du concours des Maisons Fleuries, par exemple, ça me semble toujours... Alors, je ne suis pas aussi radical que Stéphane, ça me laisse étonné. Alors, puisque ma position dans ce débat est un peu différente, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait entendre peut-être un son également, enfin une parole également un peu différente de celle de Janine et d'Annette. Alors, écrire sur les morts et les obstacles, donc obstacles d'écriture, en fait, très peu, puisque ce livre dont tu parlais, donc Quelle histoire, c'est le seul livre que j'ai écrit, auquel je tienne vraiment d'ailleurs. J'ai dû l'écrire en 2 semaines. Là, il y a donc quelque chose de jeté, ça fait la qualité du livre, bien sûr. Quelque chose qui n'est pas besogneux dedans. La difficulté était sous-jacente, c'était de dire l'effondrement personnel des ascendants. L'effondrement personnel des ascendants, l'effondrement du père de mon père, l'effondrement de mon père, l'humiliation que représente. Dire cet effondrement, et dire également l'incompréhension des autres et ma propre incompréhension, ce qui ajoute, bien entendu, à cette humiliation. Comment dire qu'on n'a rien compris d'important? D'abord, c'est une difficulté évidemment considérable. Hein. À quoi s'ajoutait évidemment la difficulté de dire adieu à la Grande Guerre, au fur et à mesure que j'ai compris qu'elle me quittait, comme je la quittais. Car les sujets vous quittent comme on les quitte. Alors si je parle maintenant du Rwanda, il s'agit de tout à fait autre chose. Une difficulté d'un tout autre ordre. Là, les morts ne sont pas mes morts, en quelque sorte, c'est des morts indifférenciés, 1 million en 3 mois, pour lequel il n'y a souvent même pas de nom. Et se posait d'abord, évidemment, un problème, tout simplement, je suis très sensible à ce que dit Janine, un problème de légitimité. Alors, il ne suffit pas d'être universitaire pour être légitime sur un sujet. Et quand vous découvrez, passé 50 ans, qu'un objet comme le Rwanda coupe votre route,
et que vous n'avez pas les moyens de le saisir, et encore moins bien sûr la légitimité de le faire, ou d'écrire quoi que ce soit sur lui dans un premier temps, c'est une expérience qui vous ramène, si vous voulez, vous avez 18 ans. Oui, vous avez 18 ans face à ce sujet, et il y a tellement à faire. Ça, c'est une difficulté considérable. Mais pour moi, écrire sur les morts du Rwanda, écrire sur les morts, sur les Tutsis rwandais assassinés, c'est davantage une écriture qu'une écriture sur les morts, c'est un combat pour les vivants. C'est un combat pour les survivants. Pas très nombreux, 300 000 au sortir du génocide, beaucoup moins maintenant, bien sûr, avec le passage du temps, qui fait que ce groupe des survivants, ça me nuise bien sûr d'année en année. Et d'ailleurs, on se tromperait lourdement en pensant que le Rwanda est un pays de survivants. Il y a pas plus de 2% maintenant, peut-être moins encore, de survivants au Rwanda. Donc c'est un combat. Et les survivants comprennent très bien, et c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui permet, enfin c'est ce qui me permet, ce qui permet à d'autres d'écrire sur eux. Ils comprennent très bien que vous vous battez pour eux. Y compris les plus simples paysannes, souvent des femmes que vous rencontrez, groupes de parole qui ont vécu évidemment des expériences indicibles. Certaines savent sans doute à peine lire, comprennent très bien que vous battez pour eux et pour elles, et que vous battez donc, sinon pour les morts du moins, pour faire connaître ce qui est arrivé à ceux qui sont morts et à ceux qui ont survécu. Et c'est une chose très troublante que de voir qu'elles le comprennent. Tout tendrait à vous faire penser qu'elles ne peuvent pas, bien sûr, le comprendre. Notre arrogance a fait que nous pensons qu'elles ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce qu'elles peuvent comprendre du travail d'un universitaire français qui publie? Qu'est-ce qu'elles peuvent en comprendre? Elles le comprennent très bien. Et il est important de comprendre qu'elles le comprennent. Ensuite, évidemment, quand je dis un combat, c'est un combat, évidemment, politique. C'est un combat civique et politique qui ne peut pas faire l'économie d'une certaine violence. Les résistances sont trop fortes, y compris, elles l'ont été très longtemps dans notre pays, elles le restent dans une certaine mesure, maintenant à un niveau tout à fait heureusement sensiblement diminué, mais faire, disons, habiliter le génocide des Tutsis rwandais, faire comprendre que la France a rendu possible un génocide prévisible, implique une certaine forme d'engagement, parfois une certaine violence de ton que je réprouve en théorie, que je réprouve intellectuellement. J'aime peu l'engagement, j'aime peu la violence de ton, et pourtant, les morts en l'occurrence ici, et les vivants, forcent à des attitudes, à adopter des attitudes que l'on réprouve, et à dire parfois, et à dire d'une certaine manière aussi, des choses qu'on aimerait éviter de dire. Voilà donc les obstacles, et qui ne sont pas, qui sont toujours là, qui ne sont pas levés. Je retiens ce que tu viens de dire, Stéphane, le combat pour les vivants. Et je reviens à ce que disait Annette tout à l'heure, elle parlait de Pierre Goldman, qui, lui aussi, je crois, aussi bien dans Souvenir obscur d'un juif polonais né en France, que dans la manière dont il s'est défendu dans les procès qu'il a connus, a mené un combat aussi, je crois, pour les vivants, pour les survivants. C'est-à-dire que lui-même se considérait, Pierre Goldman, comme un survivant. Il le disait, il est né en 1944. Il dit « je suis un survivant ». Et je me tourne vers Annette, puis après vers Janine. Et est-ce que l'écriture, le fait d'écrire, est-ce que le fait de travailler sur ces sujets est aussi pour l'une et l'autre un combat pour les vivants? Oui, je crois que c'est...
je crois que c'est un combat pour les vivants. Et puis, ce que disait en filigrane Stéphane, c'est que c'est aussi rendre justice à ces gens, justice à ces gens qui ont été des vivants, et des vivants complètement vivants. Je pense au livre de Daniel Mendelssohn, Les Disparus, qui pour moi est le chef-d'œuvre de cette écriture. Il part de quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est quand il rentre dans une pièce où il y a des membres de sa famille, il hoche la tête, ils sont silencieux, et il dit « Ah, il ressemble à ». Donc il part d'une ressemblance physique avec quelqu'un qui est décédé en Ukraine, hein, parce qu'il y a aussi un rejeu, il y a le rejeu de la guerre, mais chaque ville ukrainienne qui est évoquée est une ville qui était aussi une ville juive. Bolerov, la ville de Mendelssohn, Berdichev, la ville de Vassili Grossman, et je ne parlerai même pas de Kiev. Il y a eu tellement de grands écrivains de langue yiddish. Donc, il part de cette ressemblance. Et ce qu'il veut, c'est essayer de comprendre comment ces gens ont vécu en Ukraine, dans ce village où c'est une bourgade de Bolerov, et comment ils sont morts. Et c'est toute cette quête. Et comme c'est un grand livre de littérature, c'est entrecoupé de chapitres qui sont des réflexions à partir de l'Ancien Testament, de la Torah, des 5 livres de la Torah. Donc la première partie s'appelle Bereshit, que l'on peut traduire par au commencement, ou qu'on traduit par la Genèse en fait. Bereshit, je pourrais presque aussi dire en hébreu Bereshit par Elohim. Au commencement, Dieu créa. Voilà. Donc c'est à la fois un grand livre de littérature et quelque chose qui nous fait comprendre cette nécessité de savoir finalement d'où on vient. J'ai oublié la question. Et c'est effectivement une sorte de combat. Alors maintenant, je vais répondre aux questions de légitimité. Il y a aujourd'hui une tendance qui dirait que si vous n'êtes pas arménien, vous ne pouvez pas vous occuper des Arméniens. Si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas vous occuper des Juifs. Si vous n'êtes pas rwandais, il faut le contraire. vous pouvez pas. Bon, mais tout ça, c'est des âneries. C'est-à-dire que la légitimité, on la construit par son travail, par le respect des morts qui méritent autant de respect que les vivants, et par une éthique qui nous est commune, je pense, qui est la recherche de la vérité. Et le reste, ça n'a pas forcément d'importance. On n'a pas besoin d'être universitaire pour... c'est pas ça dont je veux parler exactement, Annette. Hein. Non, mais je voulais parler du déficit cognitif sur l'événement. Ah bah oui. C'est tout à fait autre chose. Ouais. Quand on ne sait rien, on voit bien que l'événement, il faut s'en séduire, mais qu'on n'en sait rien, et que les moyens d'en savoir quelque chose ne vont pas du tout de soi. C'est ça dont je parlais, bien sûr. Je sais. Sinon, je suis entièrement Mais d'accord. j'ai fait un peu exprès de faire un petit pas de côté, parce que la liberté, c'est tellement important de choix de ce vers quoi nous porte le désir de comprendre, parce que c'est quand même ça qui est à l'origine, le désir de comprendre, de se comprendre, de comprendre dans le monde dans lequel on est, et pour moi c'est ça là qui est l'instance de légitimation. Janine, votre réaction à ce qu'a émis Annette, bien sûr, mais ce qu'a émis également en premier lieu Stéphane, sur
voilà, c'est aussi un combat pour les vivants. Écoutez, moi je ne dirais pas que c'est un combat pour les vivants, mais c'est un combat pour la vie. Alors ça va me permettre de donner quelques précisions sur ce que je disais tout à l'heure. Je parlais des survivants qui étaient en train de travailler tout le temps. Mais j'ai aussi assisté à des moments extrêmement heureux chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait dans les réunions d'Arméniens beaucoup de plaisir à la vie. Mais, alors c'est là que je rejoins ce qu'a écrit Pierre Pachet à ce propos. C'est qu'avec le travail analytique, on perçoit les choses, on les perçoit autrement. C'était toujours un plaisir à vivre qu'on a gagné. C'est-à-dire que c'est un plaisir qu'on a gagné, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que derrière la vie, il y avait immédiatement derrière les morts. Bon, alors, mais le plaisir à vivre et les pulsions de vie étaient là. Elles m'ont été transmises, sinon j'aurais jamais pu faire ce travail-là. Bien. Alors ça, c'est une première petite rectification. La deuxième aussi, concernant ce que j'appelais effectivement l'analphabétisme. C'est-à-dire que très souvent, après les violences, les femmes et l'exil, elles n'ont pas l'occasion d'aller à l'école. Ma mère me disait toujours, je ne pouvais pas parce qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'ils sont restés un petit peu à Istanbul, mais les écoles étaient payantes. Et j'ai écrit un article où je dis que j'écris parce que j'écris pour les femmes, les mères analphabètes. Donc c'est une culture qui n'entre pas dans les mots, mais ces femmes ont de la culture. Et ce qui a été transmis, c'est malgré tout de la culture dans les gestes, dans les façons de sauvegarder la vie, parce qu'on sait de quoi, comment la vie est menacée. Il y a énormément de culture et il faut des années pour essayer de comprendre ça. J'ai finalement mis un temps fou pour comprendre que ma grand-mère avait 2 oncles, dont l'un était médecin et l'autre était archevêque. Alors ça remonte à je ne sais pas combien de générations derrière moi. Bon. Et donc, l'autre rectification que je ferai, c'est par rapport aux identités multiples. C'est vrai que c'est très agréable d'en avoir plusieurs. Il n'y a pas que la vivant et le mort. Moi, j'adore, par exemple, expliquer comment Freud a expliqué mais tel mot et qu'il n'est pas bien traduit. Enfin, c'est-à-dire mon côté germaniste est très très passionné. Je ne sais pas pourquoi j'aime l'allemand de Freud, que j'aime l'allemand des juifs allemands, que j'aime l'allemand de Schubert, des cantates de Bach. Donc on a effectivement plusieurs identités. Peut-être que j'ai commencé par celle de la Misérabilis parce que c'est celle-là que je voudrais défendre, mais je peux parler des heures sur l'allemand de la psychanalyse. Bon voilà, donc ça sera plutôt un combat pour la vie, et qu'en fait les tyrans sont des bêtes, sont des idiots, quoi. Ils n'aiment pas la vie. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Oui, c'est vrai, ça me fait penser que effectivement, quand on parle de combat pour les vivants, Stéphane a parlé de combat pour les vivants dans un cadre particulier, dans un contexte particulier, oui, qui est celui du génocide des Tutsis au Rwanda, où on sait très bien aujourd'hui que la situation des vivants et des survivants peut être dramatique, que les crimes ont continué, le génocide finalement a continué d'une certaine manière, hein, ponctuellement, très ponctuellement, des gens ont été assassinés parce qu'ils étaient des survivants. C'est un contexte, et puis voilà. Annette a parlé de la justice, donc de la réparation. Ça aussi, c'est très important. Mais effectivement, le combat pour les vivants, je crois, n'a pas à être compris comme un combat particulier. Je veux dire, on va dire autrement avec des mots que l'on comprend aujourd'hui, un combat communautaire. C'est un combat pour les vivants d'une manière universelle. Donc pour la vie, je vous rejoins là-dessus. J'ai une dernière question avant de donner la parole pour quelques questions à la salle. J'aimerais vous demander à chacun, vous avez avancé des choses sur ce que personnellement vous a apporté cette écriture, ce travail, mais peut-être qu'on peut éventuellement y revenir, mais surtout moi ce que j'aimerais c'est
que vous nous disiez rapidement ce que votre travail, le fait de travailler justement sur ces questions précisément, vous a intellectuellement apporté. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon vous, un apport intellectuel que vous identifiez après avoir travaillé sur ces sujets? Stéphane? Évidemment, c'est une question difficile. C'est une question difficile. On va essayer pas dit que de sympa, hein. répondre. Non. C'est vrai. On était prévenus. Que retire-t-on finalement de ce travail d'écriture sur les sujets qui sont les nôtres? D'abord, je voudrais dire que l'écriture, évidemment, toute écriture est une prise de parole dans la cité, toute écriture de l'histoire est une prise de parole dans la cité, toute de l'histoire particulièrement. Et il me semble que, évidemment, pour la Grande Guerre, je n'en ai jamais eu vraiment extraordinairement conscience, encore que c'était pourtant cela. Écrire sur la Grande Guerre, c'est de toute façon, c'est une prise de parole de ce type. En revanche, écrire sur le génocide des Tutsis rwandais, c'est toute autre chose. C'est évidemment, à ce moment-là, un engagement. Je disais tout à l'heure, c'est un engagement, et un engagement auquel, personnellement, comme d'autres sans doute, comme moi, je me suis senti forcé. Voilà. C'est une obligation, c'est une nécessité, on ne peut pas s'y dérober, même si on a, comme moi, je le disais tout à l'heure, aucun goût pour l'engagement, même une méfiance profonde pour l'engagement. Deuxièmement, peut-être, c'est vraiment de grande banalité ce que je vais dire, évidemment, l'écriture structure la pensée. Tant qu'il n'y a pas eu d'écriture, la pensée est latente. Et sur des sujets comme cela, particulièrement, me semble-t-il. Je dois dire qu'au fond, cette structuration progressive de la pensée dans le temps, l'effort historique, au fond, l'effort historique que représente d'écrire sur ces sujets, c'est l'effort historique qui a un coût, qui a un coût même élevé, dont souvent les lecteurs n'ont pas idée. Eh bien, personnellement, m'aura apporté deux choses. Je vais dire en un mot, ma haine du déni, ma haine de l'inconscience de nos sociétés. Cette inconscience intolérable que nous rencontrons à chaque pas, et notamment à des pas comme ceux que l'on fait en ce moment, le Karabakh, la guerre d'Ukraine, etc. Cette inconscience intolérable face à la violence, face au déploiement de cruauté, face à la guerre. Et je ne suis pas dans un prêchi-prêcha, pas du tout. Et en outre, je ne suis pas un pacifiste. Je ne supporte pas l'inconscience devant ce qui se joue devant nos yeux. Et ceci, donc, conséquence de cela, conséquence de cette hostilité que vous sentez, eh bien, c'est mon pessimisme au fond. Maintenant, sans doute un trait d'âge aussi, mon pessimisme sur nos sociétés, mon pessimisme face à ce plus jamais ça que Janine Atounian désignait tout à l'heure, cette escroquerie sur laquelle nous faisons semblant de vivre et qui voilà, aujourd'hui, particulièrement en ces temps de guerre, particulièrement intolérable. C'est une question difficile, voire à laquelle il est impossible de répondre. Ce que je dirais, c'est que ce qui fait que l'on peut continuer sur ce genre de sujet, c'est qu'en fait, il y a toujours un noyau qu'on ne comprend pas. Et que ce sont des sujets qui abordent tous les sujets, c'est-à-dire à la fois la politique des États, les relations internationales, ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Donc on a finalement ces sujets-là posent toutes les questions. Alors, ce que ça m'a apporté aussi, en dehors du pessimisme, c'est la méfiance par rapport aux choses toutes faites. Le devoir de mémoire, les leçons qu'on peut tirer parce qu'on écoute un survivant, et l'idée quand même que
quand on fait honnêtement son travail d'historien, je pense par exemple à la question du procès de Nuremberg. Quand on commence à s'intéresser au procès de Nuremberg, c'est quand on fait les deux tribunaux, Arusha et La Haye, le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, et à ce moment-là, on ne parle que du crime contre l'humanité et éventuellement du génocide. Je dis éventuellement parce que le génocide n'est pas une inculpation à Nuremberg, mais c'est, disons, dans la foulée de Nuremberg. Quand je vais regarder le procès de Nuremberg, parce qu'on me commande un livre, c'est un des livres que j'ai fait de commande, je m'aperçois avec stupeur qu'au cœur du procès de Nuremberg, il n'y a pas du tout le crime contre l'humanité, il y a à peine le crime de guerre qui à l'époque est très très bien défini, mais c'est le complot contre la paix, conspiracy, et crime contre la paix, c'est-à-dire la guerre d'agression. Et je fais donc tout un chapitre dans ce petit livre qui est un livre de vulgarisation, hein, c'est pas un livre de recherche à un niveau, et je dis c'est très très étonnant, parce qu'on a totalement oublié, arrive l'Ukraine, et brusquement, surtout Philippe Sand, qui est à la fois historien, qui a écrit ce très beau Retour à Lemberg, et qui commence à dire il faut inculper Poutine de crimes d'agression, et qui se réfère à Nuremberg, qu'il connaît très bien. Et Zelensky rejoint cette position, les gouvernements ukrainiens. Et je me dis, ben voilà, à quoi sert aussi l'histoire quand on la regarde sans se laisser prendre par le Zeitgeist. Je fais un mot d'allemand que je ne parle pas pour Janine, par l'air du temps, et que l'on sait ce que nous apprend l'histoire, c'est-à-dire que il faut faire aussi ce pas de côté pour revenir à la façon dont les choses se sont passées et pas dans cette dans cette soumission à la pensée dominante dans quelques domaines que ce soit. C'est pas forcément confortable. Juste un point. Un jour, je t'ai entendu dire à propos de ce noyau qu'on ne comprend pas, que peut-être ne fallait-il pas le comprendre complètement. Ce qui me paraît une position très intéressante et peut-être très vraie. Tu pourrais revenir là-dessus une seconde? C'est très difficile. Alors, je vais revenir avec un exemple. Bon, ça fait très longtemps que je travaille sur ces sujets, donc je suis moins prise par une sorte d'étouffement. Je l'ai eu une fois, une fois dans Tombeau, une fois. Je m'occupe de comprendre ce qui s'est passé quand ma famille a été déportée de Nice, Drancy, Auschwitz, grands-parents, oncles et tantes, par le convoi 61 du 28 octobre 43, c'est-à-dire le convoi du père de Serge Schwarzfeld. Et je m'aperçois que je n'arrive à rien savoir de ce qui se passe quand ils arrivent à la rampe de Birkenau. Je me dis, c'est pas possible. Alors, bon, l'avantage de vieillir, il y en a quelques-uns, si vous connaissez beaucoup de monde. J'écris à Florian Azoulay, qui dirige les archives d'Aronsen, qui est le grand centre de documentation. J'écris à Piotr Silinski, qui est le directeur du musée d'Auschwitz. L'avantage, c'est qu'il me répondent tout de suite. Et la réponse est non, on ne sait pas. On ne sait pas quand un convoi arrive à la rampe, qui rentre et qui ne rentre pas. Je suis tellement étouffé que je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas une découverte, c'est une prise de conscience, c'est autre chose. Et je vais voir Serge Schwarzfeld pour qu'il corrobore. Et il me dit, effectivement, on ne peut rien savoir. Alors on fait des déductions, ceux qui ont moins de tel âge, ces déductions sont fausses parce que Wolf Viviorka, qui devait mesurer 1m50 au maximum, pesait une quarantaine de kilos et avait 50 ans, il n'aurait jamais dû rentrer dans le camp. Si on faisait la déduction, or il y est rentré parce qu'il y a des témoignages de janvier 45. Donc la déduction, voilà. Et ce que l'on ne peut pas comprendre, c'est que ma position à moi, qui est un peu lanzmannienne, c'est que je ne rentre pas
dans la chambre à gaz, parce qu'il y a quelque chose qui touche effectivement à la mort. Bon, mais moi, c'est ma position. C'est pas... Tout le monde n'a pas cette position. Et notamment, un des écrivains qui fait partie de mon panthéon, qui est Vassili Grossman, Vie et Destin, lui, dans Vie et Destin, il fait rentrer un de ses personnages. Donc, je ne veux pas dire que j'ai plus de morale que Vassili Grossman. Certainement pas. Mais c'est ma position. Et il y a un moment où il faut, à mon avis, s'interdire d'imaginer. Voilà. Écoutez, moi je ne dirais pas que votre question est difficile. À mon avis, elle ne me concerne pas. C'est-à-dire que tout mon travail m'a aidé énormément sur le plan psychique. J'ai pu prendre de la distance vis-à-vis des morts. J'ai pu les faire parler. Je me sens un petit peu mieux. Mais sur le plan intellectuel, votre question me désarçonne. Alors, j'ai essayé de trouver, parce que je connaissais l'existence de votre question, parce que vous me l'aviez envoyée. Il fallait pas le dire. Pourquoi vous n'êtes pas universitaire? C'est-à-dire que le bonheur que m'apporte cette écriture, c'est de pouvoir rire avec vous. C'est de la vie. Alors j'ai quand même cherché. Alors il y a effectivement deux choses. C'est que grâce à mon travail, etc., j'ai fait traduire le texte de mon père, il est paru dans plusieurs livres. Je l'ai amené à la Bibliothèque nationale de France. Il a été déposé et il va être numérisé, il sera accessible à tout le monde, bien, dans sa traduction. Alors le deuxième gain, c'est que j'avais publié un livre en France qui s'appelait Mémoire du génocide arménien, où il y avait un texte de moi, un texte de son traducteur, un texte de tous les psychanalystes, et puis il y avait aussi un texte, le texte clé du journal de déportation de mon père. Or j'ai pu faire publier ça en Turquie. Ah, alors je vais vous dire, c'est intéressant parce que vous savez que tous les Arméniens, c'était tous des apatrides et c'était marqué « retour interdit ». Et il se trouve que l'éditeur turc a mis retour possible, c'est-à-dire il est retourné dans sa langue. Parce que je dois vous dire que il écrivait en turc, mais en caractère arménien. Ce qui était c'était l'usage chez beaucoup d'Arméniens de l'Empire ottoman. Ils écrivaient en caractère arménien, mais en langue turque. Bon, alors là, les Turcs ont pu le lire dans leur langue à eux. Donc, bon, c'est une petite satisfaction intellectuelle. Sinon, à force de lire toutes ces histoires catastrophiques, je suis d'un pessimisme horrible. Ça rejoint exactement ce que disait Stéphane tout à l'heure. Et je me dis, c'est bien, je vais bientôt mourir parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'était pas prévu. Bon, je tiens à dire quand même qu'on ne prévoit pas tout. Oui, Donc, je ne parle pas en intellectuel, vous voyez. Pourtant. Bien, merci beaucoup. Il nous reste 19 minutes pour donner la parole à la salle. S'il y a des questions. Oui, un monsieur tout au fond. Je ne sais pas s'il y a un micro ou quelque chose ici, comment on peut faire. Voilà, on va faire comme ça. Alors, allez-y, bien fort. D'abord, merci pour cette merveilleuse table ronde et merci pour ce moment, mais ce n'est pas du tout approprié. Merci pour ce que vous avez dit. La question est quand même vastement utilitaire et elle part des propos introductifs tenus par Yanis Roder. Effectivement, vous dites, moi j'ai été sidéré par la sidération de la majorité de nos concitoyens face à l'attentat en 2015, face à l'invasion russe, et qu'on risque là d'être sidéré parce que ce qui est en train de se passer en Afrique. Je voudrais simplement demander, est-ce que pour lutter contre cette
état de conscience de nos concitoyens, les historiens n'ont pas une petite part de responsabilité. Ou alors, si je vais être plus positif, c'est pour lutter contre cet état de conscience. Qu'est-ce que les historiens devraient faire de plus ou autrement? Vous avez quand même un rôle, je pense, essentiel. Et je veux dévoiler l'accent, je ne suis pas historien. On vous garde quand même. Est-ce qu'il y a une autre question? Comme ça, on peut enchaîner peut-être 2-3 questions. Oui, madame. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi l'aspect qu'il y a une transmission de la mémoire? Je pense à des enfants qui peuvent lire, qui vont à Auschwitz. Vous ne parlez pas pour rien, les historiens. Une troisième question, et puis après je... Une question qui s'adresse surtout à M. Audouard Rousseau. Vous avez parlé de déni. Est-ce qu'on peut considérer que l'ouverture des archives qui a été décidée par le pouvoir politique français, elle peut être considérée comme une forme indirecte de reconnaissance de la responsabilité de la France dans cette affaire? D'accord. Et Sophie, une dernière, on va en prendre une dernière, monsieur là. Merci beaucoup. Il est là. Oui, une petite question pas très facile, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas aussi inventer des laboratoires, alors, puisque vous êtes spécialiste des génocides, vous avez étudié tous les processus qui amènent au génocide sur un siècle avant, et on décèle, après quand on est historien, on décèle dans le temps présent peut-être des potentiels processus génocidaires dans certains pays. On voit, il y a le vocabulaire qui change, on commence à mettre l'autre sous forme de virus, de microbes. Et c'est là on voit les comparaisons entre le génocide du Rwanda et puis le génocide juif et tzigane. Et est-ce qu'on ne pourrait pas créer un laboratoire d'historiens, mais qui étudie le temps présent, pour déceler les processus pré-génocidaires, pour avoir une veille, une alerte, puisqu'à chaque fois on arrive toujours à la fin, mais 50 ans après, quand c'est trop tard, où là le mot, la définition de génocide, puisqu'on a eu toutes les preuves, mais c'est trop tard, vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est trop tard, on a l'impression que le mot génocide empêche par là même, par un paradoxe incroyable, c'est que on ne peut pas lutter contre le processus génocidaire en cours, puisque pour une autorité politique, il n'y a pas encore le mot génocide. Alors que l'historien lui-même, j'ai dire, bon, il fait la prospective, il devine un peu l'avenir, avec son humilité, mais voilà. C'est une question... Alors, on va s'arrêter là pour cet éventuel premier tour. Ça dépend du temps que vous allez prendre pour répondre. Alors, voilà, je cumule. Je thésaurise. Qui veut se lancer, Stéphane? C'est vraiment vos questions, toutes ces questions sont évidemment très embarrassantes. Donc il faut bien qu'on essaye de répondre. Personnellement, et je pense que les historiens présents ici seront probablement d'accord, pour que je vais essayer de lier plusieurs questions, pour que l'histoire comme discipline et les historiens comme professionnels en quelque sorte soient performatifs, soient efficients. Il faudrait que l'histoire ait une capacité prévisionnelle. Elle n'en a aucune. L'histoire est une discipline à la fois magnifique et assez rustique, c'est ce que je lui reproche, hein. Mais sa capacité prévisionnelle est égale à zéro. Et donc cette idée d'un laboratoire qui décèlerait... oui, il n'y a pas besoin de laboratoire. Le seul génocide auquel j'aurais assisté de manière sans le voir, c'est celui des Tutsis du Rwanda en 1994. Je peux vous dire que tous les gens informés, et je n'en étais pas,
tous les gens informés savaient qu'un génocide était dans les cartes. Et pour les plus informés d'entre eux, je parle en particulier certains militaires français de haut rang, ils le savaient dès la fin de l'année 90 et le début de l'année 91, et ils en ont informé le pouvoir politique qui avait tous les moyens, absolument tous les moyens, je parle de la France bien sûr ici, de rendre impossible ce génocide prévisible, et le pouvoir politique, donc en question, ne l'a pas fait. Donc c'est une leçon décisive, sur ce que nous n'arrivons pas, à faire. Alors pour répondre à votre question, monsieur, oui, bien sûr, la nomination de la commission Duclerc en 2019, en avril 2019, l'ouverture des archives avec habilitation secret défense de ses membres, donc pendant 2 ans, le rapport qui en est sorti donc en mars 2020, qui a directement ensuite inspiré le discours du président de la République à Kigali le 27 mai 2020, il est évident qu'il y a eu enfin une reconnaissance assez large des responsabilités françaises. On pourrait néanmoins objecter, et j'objecte, je me satisfais profondément de cette première reconnaissance. J'ai eu l'impression dans l'instant de respirer mieux, littéralement, et je continue d'ailleurs d'avoir cette impression en France. Et pour les gens, pour les chercheurs qui travaillent sur le Rwanda, quelque chose a basculé qui est presque indicible, mais en termes de légitimité, justement, là où on était au fond des mauvais Français, du côté de la légitimité. Nous avions eu raison. C'est une satisfaction dont vous ne pouvez pas avoir idée. C'est une satisfaction immense, comparable à aucune autre. C'est un bonheur politique. On ne fait jamais l'histoire du bonheur politique. C'est un bonheur politique. Mais il reste hélas beaucoup à faire sur le plan judiciaire, beaucoup à faire aussi sur l'expertise de ce qu'a été le rôle opérationnel des forces françaises au Rwanda. Et il est d'autant plus difficile de le faire qu'une grande partie a déjà été faite, très paradoxalement. Il est très difficile aujourd'hui de relancer, en quelque sorte, le questionnement et d'être écouté quand on cherche à le relancer. Oui, je voulais, bien que je ne sois pas historienne, je voulais quand même intervenir sur la possibilité qu'il pourrait y avoir un institut de recherche qui voit déjà arriver le génocide. Et Stéphane dit que c'est pas possible. Mais moi je dis que c'est pas possible parce que cet institut relèverait de la politique. C'est évident, par exemple, ce qui s'est passé en Artsakh, au Karabakh, beaucoup de gens le prévoyaient, c'était étudié, mais ce sont évidemment des influences de type politique qui fait que ça ne sert à rien. Donc ça ne servirait à rien, c'est pas du registre du savoir historique ou de la recherche historique, c'est du registre de la politique. Je suis entièrement d'accord, mais je voudrais dire que moi, j'ai été sidéré par Charlie et sidéré par le Bataclan. C'est-à-dire, pour moi, c'était inouï. Je me souviens parfaitement, comme vous tous, je suppose, de l'endroit où j'étais, de comment j'ai appris. J'ai été sidéré par les tours jumelles et ça me fait repenser à ce livre fondamental, à mon avis, de Marc Bloch, qui est L'étrange défaite. Marc Bloch dit, il dit trop de mémoire nuit, et finalement, on a pensé 40 comme 14. Et on l'a pensé parce que les officiers de 40 avaient été les officiers de 14 et qu'ils avaient le souvenir de leurs camarades qui étaient tombés à côté. Et il dit, l'histoire, c'est de ne pas penser que les choses se répètent, mais c'est la capacité de penser le neuf
et le surprenant. Donc je vous conseille de lire, relire et méditer Marc Bloch. Il faut toujours lire, relire et méditer Marc Bloch. Je pense que Stéphane sera d'accord avec moi. La deuxième chose, c'est on va faire un léger retour à la dernière invasion d'Ukraine, parce que là où on a fermé les yeux, c'est sur la Crimée, le Donbass, surtout sur la Crimée, pour des raisons qui ressemblent peut-être un peu à ce qui fait qu'en 1940, une grande partie du pays était pacifiste. Qu'est-ce que Poutine a fait avant, quasiment la veille? Il a dissous le mémorial. Et l'indicateur de cette dissolution, ça a été la condition, j'ai presque envie de dire idéologique, de l'invasion. C'est-à-dire d'empêcher tous ces historiens légitimes ou illégitimes, c'est-à-dire militants ou universitaires, y compris dans le monde entier, de documenter ce qu'avait été la terreur et les crimes de Staline pour pouvoir imposer son discours sur la grande guerre patriotique et enfin tout ce que vous savez. Donc ça signifie que les pauvres, que nous autres pauvres historiens, on est parfois totalement impuissants, comme l'ont été les militants de Mémorial. Oui, Janine, je vous en prie. Juste un petit détail. Là, je ne prends pas la parole en tant que descendante d'Arméniens, mais en tant que prof, qui était prof. Quand Samuel Paty a été décapité, les gens savaient que ces choses-là pouvaient arriver. Mais c'est pour des raisons politiques qu'on n'a fait pas de vague. Prévoir, ça rejoint le politique. Alors, pour ne pas rester dans ce pessimisme ambiant, et pour revenir sur la question qu'a posée Madame tout à l'heure, là je m'adresse en priorité aux deux historiens que vous êtes, Annette et Stéphane. Comme disait cette dame qui est peut-être prof, voilà. Vous ne parlez pas pour rien. Bon, je vais me référer à Freud. On ne sait jamais comment on transmet, et je crois qu'il classait les enseignants dans les métiers impossibles. Voilà. Donc, mais ça ne nous empêche pas de continuer en étant debout. Moi, je suis frappé. Ce qui me frappe, bon, moi, ça fait bien longtemps que je suis retraité de tout, hein, mais ce qui me frappe, c'est tout le discours où on fait peser sur les élèves et le corps enseignant des choses qui ne dépendent pas d'eux. Alors, le harcèlement, bon, bien évidemment qu'il ne faut pas harceler, mais si les hommes politiques ne passaient pas leur temps à harceler et à dire, envoyer des menaces de mort, si les adultes n'envoyaient pas des menaces de mort sur les réseaux sociaux, ou des choses élégantes comme à Sophie Aram, tu suces Macron, excusez-moi d'être grossière, si on n'avait pas ça, qu'est-ce que ça signifie que les adultes aient tous les droits d'harceler, et brusquement, il va falloir que les enfants soient vertueux dans un monde qui ne l'est pas. Et alors, chaque fois qu'il y a un problème, les trans, le harcèlement, l'écologie, il faut que ce soit les enseignants, parce que l'école, le devoir de mémoire, attention, vous dites aux enfants, moi j'ai le souvenir très vif d'une élève, j'ai jamais oublié ça, il y a très longtemps, à qui, c'est l'époque antiraciste, touche pas à mon pote, une élève lève la main et me dit « Madame, à quel âge on devient raciste ?» J'ai jamais oublié cette élève. Voilà. Donc, on les charge, on charge les élèves et les profs d'un travail qui est celui du politique. C'est pas parce qu'on aura des élèves qui penseront pas très bien qu'on aura une guerre ou un génocide. Donc, je suis entièrement d'accord avec Janine. Ces problèmes, c'est le politique, et quand le politique commence à vouloir qu'on éduque la jeunesse, le politique marque sa propre impuissance ou son absence de volonté.
qu'il n'y a pas du tout de prof dans la salle. Donc, je voulais dire pour la transmission, c'est qu'en réalité, ce qui se transmet, et d'ailleurs les 3 personnes qui sont là vous le prouvent, c'est pas par l'école, ça se transmet par les parents, par les grands-parents. La plupart des gens disent « Ah oui, j'ai vu ça chez mon grand-père, j'ai vu ça chez ma grand-mère ». Et c'est très émouvant parce que cette transmission ne se fait pas tout de suite. Elle se fait quand on a déjà vécu, quand on a eu des enfants. Ça vient par la famille, par l'histoire de la famille. Et ce qui est catastrophique en ce moment, c'est que la famille est en train de disparaître. L'école ne peut rien faire devant ça. Stéphane. Pour répondre à la question sur la transmission, donc il faudra un peu plus ensuite, il est vrai qu'il y a sur les sujets comme les nôtres, il me semble, qu'il y a des configurations où la recherche finalement a le dernier mot et obtient la victoire, y compris dans le champ politique et à travers le discours politique. Je vois un cas que je connais un petit peu, qui est le cas de l'Algérie, la torture en particulier en Algérie. Et j'étais dans le jury qui faisait soutenir Raphaël Branche. Il fallait voir la tension qu'il y avait dans la salle et la longueur de la pétition d'anciens officiers d'Algérie qu'il a prise à partie. Et puis finalement, si je puis dire, l'ennemi a cédé. Il a cédé complètement. En 2012, quand il y a eu l'exposition aux Invalides pour le cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie, je me souviens très bien, j'ai rencontré le conservateur, qui était lui-même un militaire. Pour lui, bien entendu, il y aurait des vitrines sur la question de la torture. La question se posait de savoir si on mettrait ou non la GGN dans les vitrines. Enfin, dans un milieu militaire. Est-ce que vous vous rendez compte du basculement? Et pour le Rwanda, il en a été un peu de même. La recherche, finalement, a obtenu la victoire. Et voilà, le discours de Chirac, bien sûr, que tu connais mieux que moi, en 95. Parfois, et même peut-être assez souvent, dans des délais variables, la recherche obtient la victoire, et elle obtient la victoire dans le champ politique. Mais c'est toujours un après-coup. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup pour cette petite note d'optimisme. Dans un débat qui effectivement a touché à des questions, à mon avis, absolument essentielles. Je voudrais, juste pour conclure, vous remercier vraiment très sincèrement, Janine, Annette et Stéphane, parce que si Stéphane parlait tout à l'heure de bonheur, qu'il existe parfois des bonheurs politiques, il existe aussi des bonheurs intellectuels. Et je crois que vous avez fait vivre aujourd'hui un grand bonheur intellectuel. Merci beaucoup.